commence à faire le vide dans ma tête et sans me mettre trop de pression et d'essayer de me rappeler pourquoi je suis là. On rentre sur la piste, je m'installe dans mes blocs, je suis impassible. Je sais ce que j'ai à faire, je connais mon chemin, celui que j'ai à parcourir, 100 mètres. Le starter donne les ordres, donc il nous demande de nous installer dans les blocs. Là, je commence à faire mon petit rituel, je me frappe fort sur les cuisses, je hurle un beau coup et je m'installe dans mes blocs. Le starter donne les ordres toujours, donc à vos marques, top, et là je pousse, je pousse, je pousse. Bonjour, c'est Dimitri Josvicki, j'ai 25 ans. Donc moi je suis para-athlète sur 100 mètres, en para-athlétisme notamment, donc je suis sprinter. Quatrième de la distance sur 100 mètres à Tokyo, vice-champion d'Europe sur 100 mètres également dans ma catégorie de handicap qui est la catégorie T38. Et donc je suis para-athlète atteint d'une infirmité motrice cérébrale, donc plus particulièrement une tétraparésie qui atteint en fait mes quatre membres, donc mes jambes et mes bras, mais qui m'empêche pas de courir le 100 mètres en 11 secondes 21, ce qui représente l'année dernière la deuxième meilleure perf mondiale de l'année, et je tente de me qualifier à Paris. En fait, avec mon frère jumeau Rémi, qui n'a pas de handicap, on a toujours fait des sports collectifs. On a commencé par le foot, comme beaucoup d'enfants qui commencent un sport en France, je pense, et puis ensuite on s'est orienté vers le rugby, qui est sport familial, et donc on adorait ça. Et puis à la découverte de mon handicap, on a aussi appris que je pouvais pas recevoir de coups violents derrière la tête. Donc forcément le rugby, on a dû stopper ça. Et puis ayant des qualités de vitesse, le sprint dans l'athlé est venu tout de suite s'imposer à nous. Et l'athlé, pourquoi l'athlé? Parce qu'en 2010, Christophe Lemaître fait un triplé en or au championnat d'Europe. Et c'est exceptionnel, un sprinter français de son âge qui fait ça. On arrivait très facilement à s'identifier à lui en fait. Et on s'est dit pourquoi pas nous. Et puis toujours dans l'idée de reprendre un nouveau sport. Hein. Dans notre tête, on ne se disait pas qu'on allait être champion du 100 mètres. Mais en tout cas, on a découvert ce sport grâce à lui. En partie, et puis on s'y est mis en 2011 et depuis on n'a jamais arrêté. Déjà de la sensation de vitesse quand on court, de plénitude aussi quand on bat son record, ça a vraiment un effet enivrant. Le fait de se battre contre soi-même en permanence et de n'en vouloir qu'à soi-même quand on n'a pas réussi, et justement d'être très très heureux et très fier de soi quand on a réussi, c'est vraiment quelque chose d'enivrant de devoir et de savoir qu'on peut encore battre son record. Ça c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Et chaque centième de seconde où je bats un record, c'est vraiment, ça me rend heureux, quoi. Et c'est vraiment, ça suffit à justifier le fait de se lever le dimanche matin quand il fait 7 degrés et qu'il pleut et qu'il faut aller vomir dans les côtes. Et battre mon record d'un centième de seconde, ça suffit à justifier ça. Je sais pas, on est peut-être un peu maso sur les bords dans l'athlé parce que c'est un sport qui est très ingrat. C'est beaucoup de travail, surtout pour le 100 mètres où au final c'est dans notre catégorie de handicap 11 secondes de course. Allez, 22 si tu fais série finale. Donc ouais, c'est un effet enivrant, puis le fait de tout donner sur 100 mètres, sur un court laps de temps, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. C'est des heures et des heures et des heures d'entraînement, c'est des kilomètres sprintés à l'année pour 100 mètres, et c'est vraiment quelqu'un qui bat son record en finale d'un grand championnat ou qui est au rendez-vous le jour J. En fait, il faut bien imaginer que c'est comme se préparer, je sais pas moi, un concours et on vous interroge sur une question, il faut être bon sur la question là le jour J, quoi. Sinon, c'est éliminatoire. C'est pareil au jeu, c'est-à-dire qu'il faut être bon le jour J, à l'heure H. C'est là qu'il faut être le meilleur pour essayer de gagner. Et sur une préparation de 4 ans, donc tout ça, ça se calcule. C'est pas des mathématiques, hein. C'est un peu savant aussi, mais c'est pas des maths. Et c'est aussi un relationnel à construire avec le coach, avec un staff qui nous entoure, pour mettre son corps dans les meilleures dispositions pour le jour J, l'heure H. On n'a jamais assez de sponsors quoi qu'il arrive parce que c'est toujours une fenêtre déjà de nos vies qui est très courte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je capitalise essentiellement sur ma place au jeu. Avant les jeux, j'avais quasiment aucun partenaire, c'était la métropole européenne de Lille et Decathlon, mais c'était équipementier et pas contrat d'image encore. Après il y a eu le team Decathlon, tout ça, donc ça s'est activé. J'ai la chance aujourd'hui d'être soutenu par pas moins de 8 entités. Ce qui me permet de budgétiser ma saison largement. Après pour autant, je peux pas me verser encore aujourd'hui un salaire avec le sport, d'où mon travail à côté. Et quand je parle de salaire, je parle d'un SMIC. Aujourd'hui, quand Decathlon crée un team athlète,
ça paraît évident pour eux de mettre des athlètes paralympiques dans le team. Et ce maintenant dans tous les teams qui sont en train de se construire autour des Jeux. Déjà à ce niveau-là, ça se perçoit. On espère que ce ne sera pas un soufflet qui va monter puis qui va redescendre après. Moi, j'espère vraiment que Paris, au-delà de l'aspect sportif, et j'espère qu'on va gagner beaucoup de médailles, au-delà de cet aspect-là, j'espère vraiment que les Jeux de Paris sera un début de quelque chose pour le sport en France, que ce soit pour des raisons sociétales, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, pour tout ce qui est les questions environnementales, entre autres, mais aussi pour la situation des sportifs en France. On se rend compte qu'aujourd'hui, en France, eh ben, la plupart des sportifs, pour 95% environ, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais on vit dans des situations de précarité. Le plus dur pour Tokyo, ça a été la phase de qualification en fait. C'est justement, ça a été très très difficile pour moi. J'ai arraché ma place vraiment au dernier moment. Et pardonnez-moi l'expression, mais il y a des matins, plus les Jeux approchaient, et plus je me levais en me disant que j'étais qu'une merde parce que j'arrivais pas à me qualifier, quoi. Et c'est une pression qui est horrible parce qu'on vit autour de ça. Et que si ça n'existe pas, en tout cas si ça n'existe pas à la fin, on a fait tout ça pour rien. Et ça, c'est une pression qui est horrible. Et en fait, c'est une pression avec laquelle j'ai vécu pendant 4 ans, jusqu'à la dernière minute. Donc pour moi, la qualification a été un vrai soulagement, ce qui m'a permis de me sublimer pendant l'événement et de finir, je dirais aujourd'hui, à cette belle 4e place, même si je t'avoue que le compétiteur, sur le coup, était assez déçu. Mais c'est vrai que quand tu regardes le parcours que j'ai eu pour me qualifier et ensuite passer de 9e à 4e mondial, ça reste un beau parcours, même si effectivement, la médaille en chocolat, elle fait jamais plaisir à personne. Mais pour le coup, c'est la mienne, c'est ma place, je l'accepte. C'est une belle 4e place à Tokyo, ça sera pas une belle 4e place à Paris si jamais ça l'est. Et puis si je dois garder une image, c'est vraiment cette image positive, mais aussi celle qui m'a marqué, c'est de finir ma course et de sentir un vide astronomique, quoi. Comme si j'étais dans l'espace seul. D'autant plus que c'était accentué par le Covid et le fait qu'il n'y ait personne. Donc là, tu finis ta course, tu es dans un long couloir qui te ramène en chambre d'appel pour récupérer tes affaires, seul. Et tu te dis, c'est fini. 5 ans de préparation avec le Covid, pour ça, c'est fini. Et ça, c'était à la fois beau, et en fait, je me souviens avoir eu envie de pleurer, mais je ne savais pas si je pleurais de joie de me dire que j'étais content finalement du parcours, ou si j'étais triste que ça se termine. Toujours est-il que je me rappellerai toujours de cette immense sensation de vide une fois la chose terminée. Et, je me dis qu'à Paris, si je peux faire une médaille, ça permettra de vivre le rêve encore un peu plus longtemps. La médaille de bronze de Christophe Lemaître au Jeux de Rio, je me souviens m'être levé pour la voir. Pour moi, c'est quelque chose qui est pas forcément assez mis en avant quand on parle de lui. Je dis pas ça parce que c'est la personne qui m'a inspiré, mais je trouve que aujourd'hui, c'est des personnes qui sont, enfin notamment lui, dont on parle plus par les contre-performances, si on peut appeler ça des contre-performances actuellement, que de ce qu'il a déjà réalisé, qui est déjà énorme. Il tente le coup de poker absolu. Pierre-Antoine Boss tente le coup impossible. Il est parti devant. Champion du monde. Exceptionnel. Champion du monde. La médaille d'or, elle était incroyable. Je me souviens être arrivé en retard au boulot pour pouvoir la savourer pleinement. Je te citerai Diriner, je te citerai Marie-Amélie Le Fur, Trésor Makunda aussi, dont on ne parle pas beaucoup dans le mouvement paralympique, qui est encore en carrière, qui nous a fait une médaille de bronze à Tokyo, qui était magnifique, et moi qui va me servir tout le reste de ma carrière, d'avoir pu partager ça avec lui. Ça va me suivre toute ma carrière, de me dire qu'en fait on n'est jamais enterré et qu'il faut se donner les moyens d'y croire jusqu'au bout.